à tous, bienvenue, il est 23 heures à Paris. À la une de l'actualité, le variant Omicron serait moins dangereux que les précédentes formes du virus. Cette fois, c'est l'OMS qui le dit, même si l'organisation note un plus fort risque de recontamination de ceux qui ont déjà été infectés par un autre variant du Covid. La fin de l'ère Merkel, la chancelière a passé la main ce mercredi au social-démocrate Olaf Scholz. Avec lui, c'est un gouvernement parfaitement paritaire et une coalition inédite sociodémocrates, libéraux et verts qui est investie. Et puis le président français était ce mercredi à Vichy, dans cette ville siège du gouvernement collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est revenu sur l'héritage honteux de cette période, un déplacement à forte valeur symbolique en ce début de campagne pour la présidentielle. C'est la bonne nouvelle du jour. Selon l'OMS, le variant Omicron semble provoquer des symptômes moins sévères que les formes antérieures du virus. S'il est suffisamment contagieux pour surpasser le variant Delta, il pourrait ainsi entraîner une baisse de la mortalité de l'épidémie. Par ailleurs, même si Omicron semble avoir un taux de réinfection plus élevé, les laboratoires Pfizer et BioNTech assurent que leur vaccin est efficace face à ce variant. Nous avons également observé qu'avec une dose de rappel de ce vaccin, adapté aux autres variants, chez les personnes ayant déjà reçu 2 doses du vaccin Pfizer-BioNTech, provoque une forte réponse d'anticorps neutralisants. C'est une réponse égale, voire même supérieure à ceux ayant reçu une dose de rappel avec le vaccin d'origine. L'Angleterre introduit le passeport vaccinal dans certains lieux. Le Premier ministre recommande également de passer au télétravail dès ce lundi. L'annonce de ces nouvelles mesures intervient alors que Boris Johnson est au cœur d'un scandale. Dans une vidéo diffusée sur Internet, on voit son attaché de presse de l'époque plaisanter à propos des rumeurs de fête de Noël l'an dernier à la résidence du Premier ministre. Allegra Stratton a démissionné ce mercredi. Boris Johnson a promis une enquête. En Allemagne, Olaf Scholz a pris ses fonctions de chancelier ce mercredi, ce qui acte cette fois officiellement le départ d'Angela Merkel après 16 ans à la tête du gouvernement. Le nouveau gouvernement est le premier parfaitement paritaire, avec plusieurs femmes à des postes clés, la défense, l'intérieur ou encore les affaires étrangères. C'est aussi une alliance inédite entre sociodémocrates, libéraux et verts. Portrait du nouveau chancelier avec Florent Rodeau. La politique, Olaf Scholz s'y intéresse dès sa jeunesse. Il rejoint le Parti social-démocrate alors qu'il est encore adolescent. Au départ, il s'identifie plus aux membres de l'aile gauche du parti, mais très vite, il préfère s'engager avec les centristes du SPD. Après une carrière d'avocat spécialisé dans les questions relatives au travail, Olaf Scholz est élu au Bundestag en 1998. Il a alors 40 ans. La même année, il épouse Britta Ernst, elle aussi engagée au SPD. Entre 2002 et 2004, il est secrétaire général du Parti social-démocrate. La presse le compare alors souvent à un robot, lui qui défend bec et ongles les réformes impopulaires de son idole, le chancelier Gerhard Schröder. Olaf Scholz devient 3 ans plus tard ministre du Travail dans le premier gouvernement de coalition d'Angela Merkel. En 2011, il est élu maire d'Hambourg, un poste qu'il occupe pendant 7 ans avant d'être nommé ministre des Finances et vice-chancelier. Bien qu'il soit membre d'un autre parti que celui de la chancelière Merkel, durant sa campagne, il a tenté de se présenter comme un candidat de la continuité, adoptant même le célèbre geste de la main de la chancelière sur cette couverture d'un magazine allemand. En tant que leader du SPD depuis près d'une décennie, il a acquis la réputation d'homme méticuleux, sûr de lui et ambitieux, mais il n'est pas connu pour être charismatique. La presse étrangère l'a même élu politicien le plus ennuyeux du monde. Cet homme de 63 ans a lui-même admis qu'il n'était pas particulièrement émotif en politique. Son atout, selon lui, être un homme d'action qui apportera de la stabilité et un leadership solide dans cette Allemagne post-Merkel.
En visite en province, le président français s'est arrêté ce mercredi à Vichy, où s'était établi en 1940 le régime collaborationniste du maréchal Pétain. Emmanuel Macron s'est recueilli devant la stèle en mémoire des déportés. David Gilbert revient sur ce déplacement hautement symbolique en ce début de campagne électorale. Moment de recueillement devant la stèle en mémoire aux Juifs raflés à Vichy le 26 août 1942. Aux côtés du président de la République, le couple Klarsfeld, inlassable représentant des fils et filles des déportés juifs de France. Emmanuel Macron marque ensuite une autre pause face à la plaque rendant hommage aux 80 parlementaires qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Cette visite dans ce qui fut la capitale de la France collaborationniste de 1940 à 1944 est seulement la troisième d'un chef de l'État depuis la fin de la guerre. Nous connaissons notre histoire, elle a été établie par les historiennes et les historiens de France et du monde entier sur la base de traces, de preuves qui ont été reconstituées à travers le temps et qui ont permis d'établir une vérité historiographique. Et je pense que ça c'est important, on ne doit jamais le remettre en cause. Cette histoire, ça n'est pas à Vichy seul de la porter, c'est l'histoire de la France. Et en effet, c'est ce régime de l'État français qui a décidé de collaborer avec l'occupant. De quoi alléger le poids de l'histoire pour la ville et son maire qui demandent que l'on cesse de parler du régime de Vichy. Mais aussi une manière de s'opposer sans le citer au révisionnisme d'Éric Zemmour, le candidat d'extrême droite à la présidentielle qui affirme à tort depuis des années que le maréchal Pétain aurait sauvé des juifs français. Au Burkina Faso, le président a accepté la démission du Premier ministre Christophe Dabiré et de son gouvernement. Roch-Marc Christian Kaboré était sous pression depuis l'attaque djihadiste du poste de gendarmerie d'Inata le 14 novembre dernier. Plusieurs manifestations avaient eu lieu dans le pays. Ils protestaient, ces manifestants, contre l'incapacité du gouvernement à enrayer ces attaques et contre la situation sécuritaire du pays. 7 casques bleus ont été tués, 3 grièvement blessés dans le centre du Mali. Leur véhicule a heurté un engin explosif dans la zone de Bandiagara. Il s'agissait d'un convoi logistique de la MINUSMA qui reliait Douenza à Sévaré. La MINUSMA est déployée au Mali depuis 2013 avec 146 casques bleus tués. Elle est la mission des Nations Unies qui compte le plus de morts à ce jour. Une étape a été franchie dans la construction de la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone. La plus grande des 9 tours déjà achevées a été inaugurée officiellement ce mercredi avec l'illumination d'une gigantesque étoile de verre à son sommet. La construction de l'édifice a débuté il y a 139 ans. Le gros œuvre devrait être achevé en 2026. Et Tanadji. Sa silhouette extravagante est indissociable de Barcelone et de la Catalogne, tout comme ces grues géantes qu'il suffit de chercher au loin pour la localiser. La Sagrada Familia, c'est l'histoire d'un chantier éternel, d'un chantier obsessionnel pour celui qui l'a commencé en 1883, l'architecte moderniste Antoni Gaudí. Et voici la 9e tour sur les 18 que comptera la Sagrada, inaugurée ce mercredi, celle de la Vierge Marie, reconnaissable avec sa gigantesque étoile de verre et d'acier. Elle fait la fierté de Jordi Fauli, l'architecte en chef du monument, et peut-être l'homme qui achèvera le chef-d'œuvre de Gaudí. Lorsque je suis arrivé, la construction avait commencé seulement sur 3 colonnes. Celle de la partie ouest, elle faisait 10 mètres. La Sagrada Familia, c'est des travaux qui se sont étalés sur près de 140 ans. Gaudí s'y consacre pendant 4 décennies, jusqu'à sa mort en 1926, percuté par un tramway à la sortie de son chantier. Une œuvre presque vivante qui fait la fierté des Catalans. Près de 5 millions de visites en 2019, avant sa fermeture au public avec l'arrivée de la pandémie. On a dû arrêter les travaux, on n'a eu quasiment aucun visiteur pendant 1 année. Il y a eu des donations, mais sans les revenus du tourisme, l'avenir s'est beaucoup assombri. Les architectes espéraient terminer l'ouvrage en 2026, date du centenaire de la mort de Gaudí, un objectif qui semble aujourd'hui compromis. Et tout de suite, vous retrouvez l'entretien de France 24. Le président sénégalais Macky Sall est l'invité de Marc Perelman.